Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre participation à l'ouverture de ce colloque et votre soutien aux travaux scientifiques portant sur le genre et les inégalités. Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un énorme plaisir de faire l'introduction de cette journée aux côtés du CIRAD et de Magali Janoyer, car les problématiques qui vont être discutées aujourd'hui nous ont réunis et nous animent depuis 2 années. Et il nous semblait vraiment essentiel de les travailler, ces problématiques, dans le cadre d'un espace de débat et d'échange beaucoup plus important et très ouvert. Nous sommes vraiment très heureuses de voir que ce besoin, que ce désir est largement partagé, car vous êtes très nombreux et nombreuses à vous être inscrites pour participer à cette journée. Je crois qu'il y a plus de 650 inscrits. Et je tiens également à remercier très chaleureusement les intervenants et les intervenantes que nous avons sollicités et qui ont répondu spontanément et très favorablement à notre sollicitation. Donc, un très grand merci. Enfin, je tiens à remercier aussi nos 2 institutions, l'ANR et le CIRAD, pour nous avoir soutenus et permis l'organisation de cette journée. Et enfin, merci à Angela Zeller, qui est ma collaboratrice, et donc pour tout le travail réalisé. Alors, pourquoi l'ANR s'intéresse aux enjeux de genre en recherche? Eh bien, tout simplement, je dirais, parce que les missions qui sont confiées à l'agence comportent des enjeux de genre. Notre première et principale mission est de promouvoir et financer les recherches fondamentales et finalisées selon des processus de sélection rigoureux et basés sur l'évaluation par les pairs et qui respectent les principes fondamentaux et internationaux en la matière: impartialité, équité de traitement, confidentialité, déontologie, intégrité scientifique et transparence. L'équité de traitement est donc au cœur de nos préoccupations et nous appelle à la plus grande vigilance quant aux biais qui pourraient la remettre en cause, et notamment les biais de genre dans l'évaluation. Nous devons également nous assurer que les recherches que nous finançons soient des recherches intègres et responsables, c'est-à-dire qu'elles soient conduites selon les règles et les principes qui régissent les pratiques scientifiques, qu'elles tiennent compte des contextes dans lesquels elles s'inscrivent, ainsi que des conséquences qu'elles peuvent avoir au niveau social, économique ou environnemental. En cela, la prise en compte de la dimension sexe et ou genre est essentielle. Et je pourrais ajouter aussi notre autre mission qui consiste à mesurer l'impact du financement de la recherche sur projet et notamment sur les trajectoires professionnelles. Nous avons d'ailleurs à ce sujet mené des groupes de travail collaboratifs au sein de l'ANR au cours de cette année 2020 afin de définir des indicateurs beaucoup plus précis et plus nombreux pour pouvoir conduire des analyses aussi beaucoup plus fines que celles que nous avons pu conduire jusqu'à présent sur les différences qui peuvent exister, notamment entre les femmes et les hommes. Et une des difficultés que nous rencontrons et qui est largement partagée dans le cadre des études qui s'intéressent à ces questions est bien celle des données qui sont généralement éparses, parcellaires et aléatoires, et les présentations de la matinée mentionneront, je crois, cette difficulté. Alors rapidement, je voudrais vous présenter ce que nous avons mis en place à l'agence afin de parvenir à nous emparer de ces questions et de ces problématiques. Alors Thierry Damerval l'a souligné, nous avons tout d'abord élaboré un plan d'action égalité de manière collaborative et participative avec la direction générale et les différentes directions de l'agence, et en bénéficiant de l'accompagnement précieux du projet Gender Smart coordonné par le CIRAD et que vous présentera dans un instant Magali Janoyer. Alors les objectifs visés par ce plan d'action étaient, sur la base d'un état des lieux réalisé de janvier à juillet 2019, de formaliser ce que l'ANR met déjà en œuvre en faveur de l'égalité, de structurer, planifier et suivre les actions à mettre en œuvre, identifier, mesurer des inégalités et toute forme de discrimination connue, invisible ou voire même invisibilisée, et bien sûr les corriger, et enfin contribuer à l'évolution de la culture scientifique vers l'égalité et la prise en compte systématique de la dimension sexe ou genre dans la recherche. Parmi les actions qui sont inscrites dans ce plan, un certain nombre s'inscrivent dans notre engagement à contribuer à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l'ESR et donc à s'attaquer aux biais de genre
dans l'évaluation en formalisant des principes ou des actions. Alors, soit déjà des actions qui sont déjà à l'œuvre, comme la recherche systématique de la parité dans les comités d'évaluation, la formation et sensibilisation auprès des présidents et présidentes de comités, l'introduction des CV narratifs afin de respecter les recommandations de la DORA dont nous sommes signataires, poursuivre bien sûr des analyses, des données de soumission et de financement et de publier ces analyses. Soit des actions qui sont à mettre en œuvre, comme l'observation des comités. Alors, très rapidement, quelques résultats des analyses qui ont été réalisées avec le support de notre service à l'agence qui est dédié aux études et analyses d'impact et que vous pouvez, ces analyses, vous pouvez les retrouver sur le site web de l'ANR. Alors, elles portent sur l'appel à projet générique qui concentre à peu près 80% de notre budget d'intervention. Donc, c'est notre plus gros appel qui repose sur un processus de sélection en 2 étapes. Et cet appel à projet s'adresse à tous les domaines de recherche et comporte 4 instruments de financement et 50 comités d'évaluation scientifique. Alors, on voit sur ces données qu'il y a effectivement un différentiel entre les soumissions et les sélections, puisque en soumission, nous avons 30,6% des projets qui sont soumis et qui sont portés par des femmes. Et parmi les projets qui sont effectivement sélectionnés pour financement, eh bien, ces projets portés par les femmes représentent plus que 28,8%. Donc, il y a effectivement un différentiel et on peut supposer qu'il y a là peut-être des biais de genre dans le processus d'évaluation. Si l'on regarde, et donc cela nous encourage bien sûr à poursuivre les analyses. Alors si l'on regarde l'évolution de ces proportionnalités sur les différentes années 2015, 2016, 2017 et 2018, on voit qu'il y a une progression, certes lente, mais positive, puisque à la fois les projets portés par les femmes sont en augmentation depuis 2015 et les différences qui pouvaient y avoir entre les soumissions et les sélections, eh bien, elles tendent à s'amenuiser, ce qui est plutôt positif. Si on regarde par domaine scientifique, donc BS, ça concerne la biologie et la santé, l'environnement ERB, numérique et mathématiques, NUMA, SHS, sciences humaines et sociales, SPICE, eh bien, ce sont les sciences de la physique, l'ingénierie chimie et l'énergie. Eh bien, on voit qu'il y a de fortes disparités, effectivement, entre les domaines scientifiques. 15,79% seulement des projets portés par des femmes dans le département numérique et mathématiques, ce qui n'est pas surprenant. Hein. On sait qu'il y a de fortes disparités dans les viviers et les orientations. Une plus forte proportion dans le domaine des SHS. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, eh bien, si on est sur de la pluridisciplinarité, eh bien, là, la proportion des projets portés par les femmes augmente considérablement. Un dernier graphique qui est intéressant, qui porte sur les différences entre les instruments de financement. Et ce qui est le plus intéressant ici, c'est de voir que eh bien, les femmes ont tendance à déposer majoritairement dans l'instrument de financement jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, où elles peuvent s'y inscrire un peu plus longuement parce qu'il y a des dérogations par enfant. Hein, donc, elles peuvent bénéficier d'une année supplémentaire d'éligibilité à cet instrument, 1 an par enfant. Et donc, ça correspond bien, et il faut mettre ça aussi en lien avec le fait que les femmes ont souvent tendance à attendre de l'accumulation de compétences ou de preuves de leurs compétences pour s'autoriser à prétendre à des projets de plus grande envergure et comme des projets collaboratifs.
Et puis, donc pour revenir à notre plan d'action, nous avons des actions qui visent également à réduire les biais dans la production des savoirs et qui visent à faire de cette dimension, de prise en compte de cette dimension sexe et ou genre dans les projets de recherche un critère d'évaluation. Mais il nous a semblé d'abord important d'y aller progressivement et comme l'a souligné Thierry Damerval dans son introduction, l'ANR n'impose pas, mais essaie de sensibiliser et d'accompagner les communautés scientifiques. Donc, il était important pour nous de lancer une phase test sur notre appel à projet générique et sur l'étape 2 du processus de sélection et de demander aux candidats et candidates de dire pourquoi est prise en compte ou pas, d'ailleurs, la dimension sexe ou genre dans la recherche qu'ils proposaient. Il y avait un onglet dédié sur notre site de soumission. Il n'était absolument pas obligatoire de remplir cet onglet. Donc, comme je l'ai dit, ce n'était pas un critère d'évaluation et de fait, les évaluateurs n'ont pas eu accès à cet onglet. Alors, quels sont les résultats? Eh bien, écoutez, je dirais que tout d'abord que c'est très positif puisque, alors que ça n'était pas obligatoire, la très grande majorité des candidats et candidates ont renseigné cet onglet à 89,21% des cas. Mais si l'on regarde les textes qui ont été produits dans le cadre de ces onglets, on se rend compte que la majorité des réponses portent sur la dimension RH dans les consortiums et non pas sur la dimension sexe ou genre dans le projet de recherche, puisque seulement 35% des textes produits portent sur la dimension sexe ou genre dans la recherche proposée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On peut bien sûr émettre quelques hypothèses. D'abord, constater qu'il y a une prise de conscience qui est bien engagée quant aux inégalités de carrière dans le SR et que ça, c'est à mettre en lien avec la mise en place des plans d'action égalité professionnelle dans les organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur et recherche. Que la prise en compte du genre en recherche soit si peu mentionnée, montre certainement une incompréhension et une méconnaissance encore des enjeux relatifs à cette question et on peut mettre cela en lien avec l'absence de formation dédiée en dehors de quelques niches en sciences sociales. On peut également évoquer la réticence quant à l'utilisation, au recours de la notion de genre comme outil méthodologique utile et que cela a certainement partie liée au fait que les études sur le genre ont été et sont encore considérées plus comme du militantisme que comme de la science, des travaux scientifiques, ainsi que l'a souligné d'ailleurs notre ministre. Et puis, on constate aussi qu'il y a de fortes différences entre les domaines scientifiques, mais pas uniquement, également au sein de chacun de ces domaines, ce qui montre que ça repose plus sur les trajectoires individuelles, sur les convictions ou les prises de distanciation individuelles que sur une institutionnalisation de ces questions-là. Alors, comment aller plus loin dans les analyses et selon quelle méthodologie pour débusquer les biais dans l'évaluation? Quels leviers peut-on actionner aussi pour faire évoluer la culture scientifique vers une prise en compte de cette dimension sexe ou genre en recherche? Eh bien, ce colloque a été organisé pour essayer de trouver ensemble, dans le cadre de cette réflexion collective, des éléments de réponse sur la base d'expériences et de recherches dédiées. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un très bon colloque. Bienvenue à toutes et à tous à ce colloque dont l'idée a germé au sein du projet Gender Smart que j'ai l'honneur de coordonner et que je vais vous présenter très brièvement dans les diapositives qui suivent.
Alors, ce projet n'est pas un projet H2020 classique, puisqu'il appuie le changement institutionnel en faveur de l'égalité professionnelle au sein d'institutions académiques européennes. Notre projet est porté par un consortium de 9 partenaires, plutôt débutants, ou en tout cas avec des marges de progrès sur les questions de genre et d'égalité professionnelle, dans le champ ciblé de l'agriculture et des sciences de la vie. C'est un projet de 4 ans qui court jusqu'en 2022. Le consortium est composé de 7 partenaires qui définissent et mettent en œuvre des plans d'action genre au sein de leur institution, avec des organismes de recherche comme Cicitex en Espagne, le CIRAD en France, CUT à Chypre et Wageningen aux Pays-Bas, mais aussi des agences de financement de la recherche comme l'ANR en France, et des 2 organismes un peu intermédiaires comme le SIAM en Italie et Chagasc en Irlande. Nous sommes accompagnés par 2 partenaires experts qui accompagnent donc le changement institutionnel, mais qui sont experts sur les questions de genre et d'égalité professionnelle au sein de l'Union européenne, le bureau d'études Yellow Window en Belgique et l'université ISAS en République tchèque. La vidéo qui suit vous présente les objectifs et les grandes thématiques abordées dans le projet, ainsi que l'hypothèse majeure de ce projet, qui est qu'en fait la diversité est bénéfique pour toutes et tous, mais aussi pour tout objet de recherche. Comme indiqué précédemment, l'objectif principal est d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'action opérationnels et évolutifs. Ces plans devraient générer un changement profond et durable dans les pratiques de recherche et dans les pratiques de fonctionnement de l'établissement, dans les méthodes, dans les processus qui sont mobilisés, afin d'une part faire en sorte que les femmes et les hommes partagent les mêmes opportunités de carrière et de pouvoir de décision au sein des institutions, mais également afin que des stratégies et des recherches intégrant les questions de genre génèrent des processus et des innovations inclusives. Alors, dans l'état des lieux et la participation de toutes les parties prenantes durant cette première phase de projet, on a abouti à des valeurs partagées, comme illustrées derrière moi par les valeurs affichées qui sont celles du CIRAD. Elles sont au final assez génériques, mais toutefois emblématiques sur ces questions d'égalité. Le deuxième point est bien sûr la question de l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Ce point est malheureusement partagé par la majorité des institutions académiques, comme indiqué précédemment, et vous en aurez une illustration dans les présentations qui suivront, avec un constat qu'on voulait mettre en lumière, en particulier sur la coordination de projets. Par exemple, au CIRAD, sur un total de 850 projets, moins de 25% sont portés par des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils sont portés par les femmes, le volume financier impliqué est de moitié inférieur à celui des projets portés par les hommes. Alors que, chose intéressante, lorsque le pilotage est mixte, là, le volume financier est doublé. Alors bien sûr, ces résultats sont à moduler du fait d'une certaine hétérogénéité entre les départements scientifiques, et on constate par exemple des écarts atténués pour des projets portés dans le champ des sciences humaines et sociales. Un troisième point à relever est celui de la visibilité des productions scientifiques, avec selon les partenaires uniquement 1 à 3% des articles à comité de lecture qui sont concernés, ce qui est peu, et souvent avec une expertise qui est généralement dispersée dans l'institution.
Alors, la mise en œuvre des plans d'action a conduit, ont été co-construits de manière participative, avec un engagement très fort des directions générales des institutions, qui aboutit à un enjeu sur les questions de genre qui est aujourd'hui stratégique et institutionnalisé. Vous pouvez retrouver les 2 plans d'action sur les sites du CIRAD et de l'ANR. La mise en œuvre de ces plans a conduit à une sensibilisation à la diversité et à l'inclusion, quels que soient les niveaux au sein des institutions, mais aussi à la traduction des valeurs que je vous indiquais tout à l'heure en comportement inclusif dont vous avez à nouveau l'illustration ici. Et également, cela conduit dans le champ de la recherche à l'émergence d'une communauté de pratique qui sera développée en début d'après-midi. Donc sur le projet, n'hésitez pas à consulter notre site web et notre compte Twitter. Il est à votre disposition. Alors avant de lancer le colloque, il nous était difficile de ne pas aborder le contexte Covid, qui milite pour le maintien de cette priorité de l'égalité professionnelle, car ce contexte exacerbe certaines problématiques, en particulier celui de la production scientifique, qui a fortement été affecté par le confinement. En particulier, vous avez ici, je vous ai mis une synthèse, mais c'est illustré par de nombreux articles qui indique à la fois une baisse de la proposition d'articles par les femmes, mais qui indique également des conséquences en cascade qui sont attendues pour la carrière. Deuxième point, c'est l'équilibre vie privée-vie professionnelle qui a été complètement bouleversé avec des frontières beaucoup plus ténues aujourd'hui et une organisation qu'il faudra probablement repenser. Mais comme l'indiquait Elisabeth en introduction, nous pensons qu'il y a quand même des fenêtres d'opportunité à saisir en introduisant ou en revisitant les modalités de télétravail ou de flexibilité suite aux enseignements du confinement par exemple, en profitant aussi pour incarner les valeurs et faire évoluer les comportements collectifs. Et puis, sur le plan individuel aussi, en profitant de se questionner sur ses propres biais, sur ses freins ou sur ses engagements pour promouvoir l'égalité professionnelle. Alors, pour revenir au colloque, nous avons pensé ce colloque sous l'angle du cycle de projet, car le projet est aujourd'hui au cœur des activités de recherche, mais aussi parce que nous pensions qu'il permettait un dialogue interdisciplinaire et une ouverture du champ des possibles, avec des retours d'expérience et des résultats que nous souhaitions partager avec vous. Alors très rapidement, un rappel sur le programme. Ce matin, nous traiterons des biais de genre dans l'évaluation avec une animation qui sera assurée par Monsieur Pierre Bataille. Et cet après-midi, nous traiterons des biais de genre avec la production des savoirs, avec une animation qui sera confiée à Christine Verschure, qui est aussi expert extérieur associé au projet Gender Smart. Avant de commencer enfin, chaque intervention de 15 minutes sera suivie de 5 minutes de questions de clarification, puis une table ronde permettra des échanges et une discussion plus approfondie avec vos questions et vos commentaires que vous pouvez poster sur le chat et que nous transmettrons aux animateurs. Nous essaierons d'être assez stricts sur les temps, même si nous avons déjà pris quelques minutes de retard. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un très bon colloque, une belle journée d'échange. J'espère que la technique sera avec nous. Sinon, merci par avance de votre indulgence. J'en profite pour compléter les remerciements et saluer toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de cet événement. Je vous remercie et je laisse la parole maintenant à Monsieur Pierre Bataille.